Hey, bienvenue dans les plumes d'Aïssata. Ici on parle lecture, écriture, art et culture. Je suis contente de te retrouver avec cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle culture, sujet de société. Ce format est différent des vidéos que j'ai faites, que j'ai publiées jusqu'à présent parce qu'il s'agit d'un sujet que j'ai abordé en live Instagram. J'ai souhaité en faire une vidéo YouTube, tout simplement parce que toi qui me regardes, tu ne me suis peut-être pas sur Instagram. Et je souhaitais, pour ceux qui n'ont pas vu mon live Instagram, que j'ai fait il y a maintenant 1 an et demi, voire 2 ans, faire une vidéo qui aborde les sujets que j'ai souhaité mettre en avant, d'autant plus que ces sujets-là me semblent encore toujours d'actualité. Je ferai la même chose pour d'autres lives Instagram que j'ai fait, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ce format t'intéresse. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient à cœur, qui m'a beaucoup questionné. Il s'agit de la réflexion vs le divertissement. Est-ce qu'on peut opposer les deux? Est-ce que l'un est une menace pour l'autre? Plus précisément, la question que j'ai abordée en live Instagram, c'est: notre capacité de réflexion est-elle menacée par le culte du divertissement? Je suis une personne assez réfléchie, j'aime beaucoup réfléchir, me poser plein de questions sur plein de sujets de société, sur plein de choses. Et j'ai observé la façon dont le divertissement prenait de la place, de l'ampleur à travers les réseaux sociaux. Donc la télévision, on l'avait déjà, mais à travers les réseaux sociaux, les médias. Et c'est vrai qu'en lisant des livres aussi, ça m'a inspiré à développer davantage ce sujet et à le partager pour savoir si ma réflexion était partagée ou pas du tout. Voilà, tout simplement avoir un point de vue et qu'on puisse se questionner sur ce sujet. Après, on en fait ce qu'on veut, soit on continue notre vie, soit on se dit il y a peut-être à creuser davantage, ou bien on se remet en question totalement. Je vous laisse le choix. En tout cas, moi ici, mon partage, c'est vraiment une vision assez personnelle. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. L'idée, c'est qu'on puisse échanger. Avant tout, n'hésite surtout pas à t'abonner si ça n'est pas encore fait, à liker, à partager cette vidéo si tu penses qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes. J'aime bien qu'on parte des mêmes bases. Et pour cela, rien de mieux que des définitions. Et donc, j'ai tout simplement repris les définitions des termes réflexion et divertissement afin qu'on puisse partir de la même chose. Si je reprends pour le terme divertissement les définitions qu'on retrouve sur le site Larousse ou bien sur l'internaute, ce qui ressort le plus souvent, ça va être l'amusement, le passe-temps, la récréation, la distraction. Si on regarde une définition un peu plus poussée que j'ai vue sur le site isour.com, je cite: le divertissement est une action, un événement ou une activité ayant pour but de divertir et de susciter l'intérêt d'un public. Maintenant, si on regarde plus la définition du mot réflexion, ce qui ressort sur toujours le site Larousse et ensuite l'internaute: arrêter sa pensée sur quelqu'un ou quelque chose pour l'examiner en détail. L'internaute nous dit penser que l'on exprime, critique, remarque. Maintenant qu'on sait ça, j'ai posé la question lors de mon live Instagram aux personnes qui le suivaient. Je leur ai demandé quels étaient, selon eux et elles, les moyens de divertissement qui étaient les plus répandus. Ce qui est sorti spontanément, c'était la télévision, les médias sociaux, les réseaux sociaux notamment, à travers Snap, Instagram, YouTube, voilà tout ça. Les séries, les films, donc la télévision, les podcasts aussi sont ressortis, et j'ai eu aussi la lecture en divertissement. J'ai souhaité creuser parce que l'objectif ici, c'est pas dans cette question, je répète, notre capacité de réflexion est-elle menacée par le culte du divertissement? Ma question n'est pas ici de dire que le divertissement est un mal, que c'est quelque chose que l'on doit éviter à tout prix, que nous sommes tous
bête, à se divertir, pardon, à être sur les réseaux sociaux, ceci, cela. Non. Pourquoi? Parce que le divertissement est nécessaire. La pause de base est nécessaire. Réfléchir à outrance, ça devient contre-productif. Donc, ce n'est pas pour rien qu'au travail, on a des pauses. Ce n'est pas pour rien que à l'école, il y a des moments de pause, de récréation. Ce n'est pas pour rien. C'est nécessaire. Pour autant, moi, où je vais plus loin et j'aime bien nuancer les choses, c'est une question d'équilibre. La question, c'est de se dire, aujourd'hui, est-ce que l'ampleur que prend le divertissement dans notre société est un avantage ou un désavantage pour nous? Est-ce que le divertissement vient en complément de notre réflexion ou bien elle vient menacer notre capacité de réflexion? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les moyens de divertissement qu'on nous sert, ce sont des moyens qui nous permettent de faire des pauses avant justement de réfléchir, de réfléchir, d'approfondir des sujets, ou bien c'est une façon aussi de nous pousser à ne pas réfléchir, à ne surtout pas réfléchir. Et pour moi, là, c'est deux choses différentes. Je vais aborder notamment la télévision, les réseaux sociaux, le sport, la publicité, bon, qui rentre aussi dans les médias sociaux, mais bon, et les voyages. Mais je vais principalement accentuer sur la télévision, sur la publicité et sur les réseaux sociaux. Même la télévision, aujourd'hui, 2022, ça devient un peu plus dépassé. Mais aujourd'hui, elle est quand même présente, elle a toujours une place dans nos foyers. Donc, je vais parler de ce moyen-là. Je me suis inspirée de ma réflexion personnelle, mais aussi de livres. Et donc, je partagerai en parallèle les livres que j'ai lus et que je trouve intéressant de partager pour approfondir certains sujets, si ça vous intéresse. Premier élément qui répondrait à l'hypothèse que oui, aujourd'hui, le culte du divertissement menace notre capacité de réflexion, c'est pour la télévision et les écrans. Enfin, quand je dis télévision et écran, c'est que je mets tout simplement les médias sociaux, Snap, Facebook, voilà, je mets tout ça dedans. Ont la particularité d'être visuels, ce qui fait que ça a un impact important pour nous et notamment dans notre capacité à réfléchir. Tout d'abord, le poids de l'image. Et là, je vais beaucoup citer un livre que j'ai lu et que je recommande si tu es intéressé par ce type de sujet, c'est Divertir pour dominer. Divertir pour dominer. Et donc en bas, là, la petite phrase, il y a écrit « La culture de masse contre les peuples ». Et il s'agit de Offensive. En fait, c'est une revue qui s'oppose à beaucoup de choses, qui est revendicatrice. Et du coup, ce livre, je l'ai trouvé vraiment instructif, donc n'hésitez pas si vous ne connaissez pas, sachant qu'il y a la deuxième version, enfin le deuxième tome plutôt, parle des médias sociaux, des réseaux sociaux, donc c'est plus adapté à ce que l'on vit maintenant que ce livre-là. Je crois qu'il a été publié en 2010. Donc les réseaux sociaux n'étaient pas encore aussi présents dans notre vie. Alors, le poids de l'image. Concernant la télévision, ce qui est important d'avoir en tête et en quoi la télévision ne nous permet pas spécifiquement d'avoir toutes nos capacités pour réfléchir sur un sujet, c'est que l'image, par exemple, quand on va regarder le journal télévisé, pour moi, je vais prendre cet exemple-là. Quand on va regarder le journal télévisé, ça va être 40 ou 45 minutes. Il va y avoir une contrainte de temps. On ne va pas pouvoir approfondir l'ensemble des sujets parce que c'est visuel. Il y a le poids de l'image. Et l'œil, il est attiré par une source lumineuse. Donc déjà, ça,
c'est quelque chose qui fait que on sera moins dans la réflexion parce qu'on sera plus happé par ce que l'on voit. On peut avoir l'illusion d'être informé, sauf que l'image, elle doit tenir dans un laps de temps précis et certains sujets méritent d'être explorés. Et si on va par exemple à parler d'un sujet sur 5 minutes, et sur 5 minutes, il est impossible d'avoir tous les tenants et les aboutissants d'un sujet. Donc ça sera forcément orienté. Ce sera forcément orienté sur un prisme plutôt qu'un autre. Parce que c'est le contenu qui s'adapte à l'image. Parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qui va attirer du premier coup d'œil. Autre chose, la télé, c'est un outil de diffusion et ce n'est pas un outil de constitution de savoir. La télévision, elle permet tout simplement de nous transmettre des images, de nous transmettre des sujets, etc. Mais en soi, le savoir, il va passer par l'abstraction. Ce que je veux dire par là, et ce que le livre veut dire, parce que je cite toujours Divertir pour dominer, c'est que le fait de raisonner, la capacité à raisonner, à maîtriser une langue, un concept, ça c'est le savoir. Et la réflexion, elle va participer à la constitution du savoir. La réflexion, ça va demander du temps. Tout à l'heure, quand je donnais la définition du terme réflexion, il y avait cette idée de regarder le détail, en fait, de s'intéresser au détail. Il y avait cette idée-là, et c'est ça. Le poids de l'image ne le permet pas parce que c'est pas l'objectif de la télévision. C'est tout simplement nous transmettre des images. Ensuite, on en fait ce qu'on veut. Ça va nous permettre de les interpréter et de constituer un savoir qui est vrai ou faux. Mais en tout cas, c'est l'image qui compte avant tout. Autre chose, maintenir l'attention à tout prix. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la télévision, mais également dans tous nos réseaux sociaux, à travers Facebook, à travers Instagram, à travers TikTok, à travers Snap, à travers YouTube. Tous ces outils-là sont des outils qui vont maintenir l'attention. Et par exemple, la télévision, elle va aliéner notre conscience. Le livre, je cite le livre qui cite un philosophe et qui dit « La télé nous plonge au gré de ses programmes dans une multitude d'ambiances et de pensées qui ne nous appartiennent pas, alors que notre conscience y adhère directement. » Ce que cette phrase veut dire, c'est que concrètement, quand on va regarder un film, la télé, que ce soit un film ou une série, ma conscience, elle se calque sur ce que je regarde. J'ai pas un temps, une seconde en fait de temps mort. En fait, je regarde ce que je vois. Je peux pas en même temps regarder et en même temps réfléchir, à moins de mettre pause. Ou sinon, je réfléchis, mais dans ce cas-là, je ne vais pas regarder, je ne vais pas pouvoir tout suivre. Donc, il y aura forcément un moment d'absence. Et justement, quand on n'a pas ce moment d'absence, quand on est accaparé par ce que l'on voit, ce que l'on regarde, à moins de mettre pause, comme je le disais, ça va être nos émotions qui vont prendre le dessus. Donc là, je vais plus m'intéresser aux écrans. Donc là, par rapport à ce qu'on peut regarder via nos smartphones, il y a un terme qui a été utilisé et que j'ai vu lors d'un documentaire Netflix que tu as déjà peut-être vu si tu t'intéresses à ce type de sujet, c'est « Derrière nos écrans de fumée ». Il a été diffusé en septembre 2020 sur Netflix. J'ai cru l'avoir vu il n'y a pas longtemps, donc il me semble qu'il est toujours disponible. Et en fait, c'est intéressant parce que dans ce documentaire, ce sont des anciens employés de grandes entreprises type Facebook, Google, et qui expliquent en fait ce qu'ils ont créé et les conséquences que ça a, les dangers que ça peut avoir pour maintenir notre attention à tout prix. Et il y a un terme qu'ils utilisent, c'est la captologie.
Ce sont des petites fonctionnalités qui ont été mises en place dans tous ces outils et qui permettent de maintenir notre attention. Les notifications par exemple, ou les points de suspension quand il y a une personne qui est en train d'écrire. Donc là, ça maintient l'attention sur son écran parce qu'on a une sorte de suspense, on se dit qu'est-ce qu'elle est en train d'écrire, alors qu'on peut tout simplement pendant ce temps-là poser notre téléphone et attendre que le message vienne. Il y a aussi le fait d'identifier des personnes sur les photos. Donc là aussi, on va se poser la question, on va se dire il y a quelqu'un qui m'a identifié sur une photo. On va aller voir la photo. Tout pour nous ramener à ces applications. J'en cite quelques-unes, mais il y en a beaucoup que l'on peut retrouver dans les différents outils que l'on utilise. Ça aussi, c'est une façon de maintenir à tout prix notre attention. Ensuite, réaction d'orientation. C'est le fait que quand on va regarder par exemple la télévision, notre cerveau il va travailler à recueillir un maximum d'informations. Tandis que son corps il est au repos. Ça veut dire qu'on est dans deux états différents. Notre corps, on est assis, on fait rien, donc voilà. Et en même temps, notre cerveau il travaille quand même. Et c'est ça qui va faire que notre cerveau va quand même ne sera pas dans son état normal parce qu'on sera sursollicité. Donc ça va être difficile en fait de réfléchir et en même temps de capter un maximum d'informations. Sur ce point, c'est la dépendance des écrans, notamment l'assimilation de tous ces outils-là à des drogues, à des calmants. Et il y a des études qui ont été faites, donc quand je dis des études, c'est des expériences sur des personnes. Et ce qui a été mis en avant par rapport à la télévision, c'est que la télévision serait un calmant, dans le sens où quand on va évacuer rapidement un calmant, on va avoir plus de chances de devenir dépendant de ce calmant parce qu'il ne va pas rester longtemps dans notre corps. Et on va être conscient en fait qu'il va s'estomper. La télé, c'est une sorte de calmant dans le sens où on va continuer à regarder la télé parce qu'on sait que si on l'éteint, son effet de détente et de relaxation en fait, il sera temporaire. Ensuite, ce que je peux mettre en avant, c'est les réseaux sociaux. Bien évidemment, aussi sont assimilés aussi on retrouve les mêmes symptômes que les drogues. Encore il y a quelques jours, je crois, c'était la semaine dernière, j'ai regardé un reportage sur les effets d'Instagram, etc. Et il y avait le témoignage d'un jeune qui passait, je crois, 10 heures, voire même plus, je crois 16 heures sur Instagram. Et il a suivi une sorte de détox, en fait, pour réduire son temps passé sur les écrans. Et là encore, toujours dans le documentaire Derrière nos écrans de fumée, ils expliquent que à travers les réseaux, le bien-être ressenti par les likes, par le fait d'être reconnu, vu, liké, partagé, va libérer de la dopamine. Donc on va être à l'affût de tout ça en partageant toujours des photos, en partageant toujours des vidéos, en partageant ce plaisir-là, c'est ça qu'on active en faisant ça. Avec tous ces éléments-là, notre cerveau, il est prêt à être manipulé. Et c'est en ça que la menace, elle est, pour moi, d'autant plus vicieuse. Parce que quand tu es diverti pour être diverti, ok. Mais quand tu es diverti pour être manipulé, ou quand on te fait croire que tu réfléchis, qu'on t'amène des éléments de réflexion du savoir alors qu'on te divertit, pour moi, là, c'est différent. Et justement, c'est ce que le livre explique. Il met en avant le fait que notre cerveau, il est préparé à être manipulé. Il y a des chercheurs qui ont fait une expérience sur les réactions du cerveau. Ils ont étudié la peau, les battements du cœur de personnes qui regardaient la télé. Ceux qui la regardaient le plus souvent se sentaient plus détendus et inactifs. Les études ont montré aussi que les stimulations mentales étaient moins fortes lorsqu'on regarde la télévision que lorsqu'on lit.
Donc après avoir regardé la télévision aussi, ces personnes avaient plus de difficultés à se concentrer qu'après avoir lu. Donc là aussi, ça montre du coup que le poids de l'image, le poids de regarder sans cesse et de stimuler en fait des parties de notre cerveau de façon à recueillir un maximum d'informations, fait qu'on est moins concentré, donc on est d'ailleurs plus à même d'intégrer des informations sans forcément les questionner. Donc là, c'est un documentaire que j'ai regardé qui s'appelle Le Tube. Il date de 2003. Il a été réalisé par Peter Antel. Et en fait, c'était une enquête sur les effets de la télé sur le cerveau. Hein, ça date de longtemps. La qualité en témoignera. Pour autant, j'ai trouvé le contenu riche. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils expliquaient que quand on regarde la télévision, on va constater une baisse de l'activité cérébrale, ce qui va nous mettre en fait dans un état réceptif-passif. Là encore, quand on va regarder la télé, on va éprouver des émotions. C'est ça qui va être stimulé. Il y a des parties qui sont stimulées et d'autres qui ne le sont pas. Celles qui sont stimulées, ça va être plus celles qui vont être de l'ordre de l'émotif. Donc notre cerveau, en fait, il va être beaucoup plus malléable. On va pouvoir recevoir beaucoup plus de messages en regardant des écrans. Cette vidéo, je la ferai en plusieurs parties parce que l'objectif, c'est que ça soit digeste pour vous. Donc là, j'ai abordé la première partie, notamment sur les réseaux sociaux, les écrans de façon générale, incluant les réseaux sociaux et la télévision. Et là, la deuxième partie de la vidéo, je souhaite vous parler du vif du sujet aussi, parce qu'il s'agit du divertissement comme un outil de diffusion et de conformisme à l'idéologie et la culture capitaliste. Donc là, c'est ce que je vais aborder dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, restez connectés.